Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons partager? Nous allons partager des actualités politiques. On va essayer de chercher à comprendre, est-ce les conflits dans la partie est de la République du Congo sont-ils terminés? Et aussi, on va essayer d'analyser la paix exactement à la République du Congo. Est-elle possible ou pas? Et on va discuter là-dessus pour voir ces tractations politiques entre les divers acteurs politiques. Nous avons suivi Sénégal, on a entendu Éthiopie, tout ça, les partis politiques vont se regrouper. Ils sont en train de se classer en ordre de bataille pour pouvoir s'organiser lors d'un probable dialogue entre les Congolais. Aussi, on va essayer de discuter sur ces procès de l'excellence Moutamba. Quel est l'issue de ces procès-là et qu'est-ce que cela signifie? Donc, l'idée, c'est de pouvoir analyser la situation sécuritaire dans la partie Est et la situation actuelle en République du Congo. Voilà ce qu'on va essayer de discuter et pour pouvoir nous en faire tous une idée afin de pouvoir être au même point que les enjeux de l'heure. Voilà ce que nous allons débattre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2025. Sans tarder, on va passer directement à notre premier point. La situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons suivi qu'il y ait encore des incursions du mouvement rebelle dans cette partie est. Alors que nous savons tous qu'il y a des pourparlers qui sont déjà fin prêts au niveau, que ce soit au niveau du Qatar, mais aussi entre les deux pays, la RDC et puis le Rwanda, qui vont s'achever bientôt au niveau de Washington. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons encore qu'il y a encore des mouvements rebelles qui essaient un peu d'embrouiller encore la carte. Et Massad Boulos a pris la parole pour déplorer ces incursions et ces mouvements rebelles qui va compromettre ce qui sont en train de se faire. Ouais. Il faut déjà comprendre que on peut pas s'attendre à un Massad Boulos pour qu'ils veulent imposer quoi que ce soit. Il va parler au regard de son statut de diplomate par rapport au rôle qu'il est en train de jouer. Mais vous devez savoir une chose, que les Anglais, les Américains sont des pragmatiques. Et ils ne font pas des choses pour faire. Ce sont des choses qui ont été déjà planifiées, programmées. Il y a des dates et des délais. Et tous ces guerres de mouvements rebelles, entre autres, vous devez savoir que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un décalage qui, normalement, devrait être compris pour le temps que les choses se mettent effectivement en place. Et que tous ces mouvements-là vont cesser très rapidement. C'est ce que nous devons comprendre et déjà retenir par rapport à ces points-là. Mais au-delà de cela, il y a aussi des éléments importants aussi à analyser qu'il faut savoir que les mouvements rebelles, par exemple, les Kadiko, qui vient d'être sanctionné par les Américains, les gens se posent la question, comment c'est possible que l'F-123, qui sont là, ils ont fait aussi des incursions, on ne les sanctionne pas, sinon ils étaient là dans le mini de Rubaya, au moment où les Kadiko là faisaient des mouvements. Pourquoi on les a pas sanctionnés? On a sanctionné que d'autres mouvements rebelles. Justement, et ils savent faire la part des choses. C'est F-123, nous sommes avec eux déjà en pourparlers au niveau du Qatar. On prend le temps qu'il faut. Les choses sont déjà chronométrées. On va voir. Les gens qui vont continuer sur nous s'entêter, ils vont perdre des opportunités d'ailleurs qui pourraient gagner à la suite de ces pourparlers qui sera d'ailleurs qui seront bénéfiques aussi pour eux parce qu'ils pourraient avoir quand même une sortie qui pourrait leur donner la chance de pouvoir continuer à vivre. Mais si jamais ils comprenaient pas cela, ils vont subir la rigueur des choses. Là, ne vous inquiétez pas là-dessus, les choses vont se passer comme cela. Et à notre grande surprise, on va voir un Ruto, le président kenyan, qui va décider de nommer un consul plutôt, au niveau de Goma. Lorsque le gouvernement congolais interpelle la partie kenyane, et ils arguent en avançant l'argument comme quoi que c'est normal parce que on se conforme à la loi en vigueur en République du Congo parce qu'il y a déjà un consul qui a été déjà ouvert
depuis 2021 à Goma et que c'était juste une continuité, les postes étaient vacants, il fallait que continuer à se. Même s'ils arrivaient, ils essaient de donner un argument juridique sur le plan politique, cela ne peut jamais être accepté. Pourquoi? Déjà, sur base des principes de la solidarité entre l'État, que ce soit au niveau de la région, dans le cas des communautés est-africaines, où nous sommes d'ailleurs membres aussi, et cette solidarité-là, au moment où nous sommes en train de déplorer les tueries et des mouvements rebelles, des incursions qui se font, et ils décident de vouloir agir dans ce sens-là, cela prouve très clairement que le Kenya n'est pas avec la République démocratique du Congo, sinon le régime actuel au Kenya n'est pas avec la République démocratique du Congo. Et cela ne peut pas être accepté, ça doit être acté comme tel. On ne doit pas tergiverser là-dessus, c'est ça la réalité. Et ces choses-là, c'est juste juste qu'une question de temps, ça va passer. Le Congo est en train de se relever. Toutes ces manœuvres-là que ces pays font, en complicité avec certains multinationales et certains Africains, parce qu'ils étaient déjà habitués à payer, à faire tout ce qu'ils veulent. Là, ils sont en train de voir que non, les choses sont en train de changer. Puisque le problème pour le Congo, les gens se posent la question et disent que tout ça, c'est le président actuel, le président Tshisekedi, justement parce que il a trouvé, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême en 2019, il a trouvé les pays en entier, mais c'est lui qui a venu maintenant et créer des guerres et que le Congo ne puisse contrôler en entier par le gouvernement. Mais les gens se trompent que ce n'est pas vrai, c'est là parce que l'arrivée du président Tshisekedi a été précédée par des concessions qui ont été faites sur base des accords signés avec des anciens régimes, notamment avec les M23 du mouvement rebelle, les accordant certains espaces, d'ailleurs déclarant même cette zone-là sinistre et à l'avantage des mouvements rebelles, alors que nous savons que ce sont les simples marionnettes du Rwanda qui continuent à payer, à exploiter nos minéraux, nos carrés miniers, tout ça, je là-bas, sans problème. Et c'est là, si on parle aujourd'hui que c'est le président Tshisekedi, justement, non. C'est parce que le président Tshisekedi a décidé de ne plus leur accorder ce que les anciens régimes les avaient accordés, qui étaient contre la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs ce que veut la population congolaise. Tout le monde décrit le fait que le Rwanda contrôle la République démocratique du Congo. Vous devez savoir d'ailleurs qu'il y a eu même des services de renseignement rwandais qui circulaient les Congo pour contrôler l'état des richesses que les Congo avaient dans toutes ces frontières, acceptées par les anciens gouvernements qui ont précédé les régimes actuels. Et donc, ceux qui disent que les Congo étaient en entier lorsque Tshisekedi avait pris le pouvoir, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont en train de faire du populisme et jouer avec la vie humaine des gens sur la population congolaise. Puisque nous le savons tous qu'il y a eu même de certaines personnalités qui ont été nommées sur instruction du Rwanda. Et le Congo avait même mis ici le Congo, ici, et le Rwanda avait même mis ici la République démocratique du Congo. Et les choses sont en train de changer. C'est comme on parle de la douleur d'un enfantement. Lorsque les choses changent, on comprend tout de suite que la douleur semble augmenter. C'est parce que on veut passer à une autre étape. Donc, nous devons tenir bon. Toutes ces choses ici vont passer. Et le Congo va récupérer sa place. On l'avait accusé Tshisekedi de faire le tour du monde, tout ça. Là, c'était juste des stratégies des gens qui étaient contre le Congo parce qu'ils avaient compris tout de suite que cette façon d'agir, de faire des présidents Tshisekedi va permettre à ce que les gens comprennent que la République du Congo existe à sa place et qu'elle doit récupérer sa place. Ils ont fait des relances parce qu'ils savent que l'Africain, sinon le peuple congolais, est manipulable facilement par des informations ça et là. Et comme ils maîtrisaient déjà les domaines médiatiques, ils ont fait des manigances pour pouvoir passer des messages dans ce sens-là. Et là, voilà où nous sommes. Le fait que le président Tshisekedi est allé, puisque d'ailleurs, nous avons été représentés dans d'autres forums par d'autres pays du Congo, vous avez vu que ce soit le climat, l'environnement, tout ça, parce que les Congos ne pesaient pas. Là, nous sommes en train de peser, on parle maintenant de la République démocratique du Congo. C'est une avancée. C'est vrai que les défis sont tellement énormes qu'il est difficile de sentir des progrès qui se font. Mais ça va te faire sentir au fur et à mesure que nous allons maintenant monter aller de cap en cap. Et cela va devenir une réalité parce que déjà l'étape sont en train d'être franchies. Donc voilà des choses que nous devons savoir que et ça évolue et que lorsque les pourparlers au niveau du Qatar va prendre fin et qu'on va lever des options claires et nettes parce que les Américains ils ne valident pas et que les Américains ont déjà décidé. Les gens ont créé ici que non, le Congrès américain a boycotté le fait que
les États-Unis signent avec le RDC ces deals-là. Et pourtant, c'était juste des manipulations. Et c'est normal qu'un parlement, comme chez nous aussi, ils ont droit à des regards, c'est-à-dire de poser la question, qu'il y ait des clarifications. Mais là, ça signifie nullement qu'ils s'opposaient à cela. Et voilà que ça a été validé très clairement, très facilement. Désormais, si les deals entre la République du Congo et les États-Unis est une réalité, qui ne reste que juste son effectivité sur le terrain qui va se faire sans doute. Donc voilà des choses que nous devons tous savoir sur ces points-là. Et donc le président de la République du Congo et du Rwanda vont se retrouver à Washington pour sceller cet accord de paix, pour avaliser cela, et ça va ouvrir la porte pour pouvoir finaliser cet accord, cet deal entre nos deux pays respectifs, les États-Unis et puis la République démocratique du Congo. Les opportunités qui vont s'offrir maintenant, c'est à nous. Le problème, c'est nous maintenant. Les Congolais, la République démocratique du Congo. Puisque nous savons tous que déjà que les partenariats sont là. Nous avons la chance de signer un partenariat historique avec un État qui est d'ailleurs fort dans presque tout le domaine, sinon dans tout le domaine. Et nous avons besoin de la formation, des équipements, et c'est à nous maintenant de capitaliser. Commencez d'abord par définir nos priorités, faire preuve de cette volonté de puissance, montrer que nous avons envie d'aller de l'avant. Donc, on comprend que ce pays ici est sérieux sur base même de son budget. Donc, contrairement à d'autres, d'ailleurs, pour ces régimes ici, quand même, il y a une avancée. Contrairement à d'autres régimes où on parlait qu'on veut faire des Congos grands, mais vous regardez les budgets de 3 milliards, 4 milliards. Comment voulez-vous faire un État grand avec un budget qui est dérisoire? Mais c'était contradictoire, papa, ce que l'on disait. Donc, ça signifie que c'était juste des manœuvres dilatoires pour faire passer les temps, comme on dit, mettre des bulles dans les lèvres d'un enfant, alors que l'enfant n'a pas mangé. Donc, c'était pas vrai. Et là, mettons un budget qui avoisine près de 20 milliards, bien que c'est encore peu, mais c'est déjà un plus au regard de là où nous étions depuis plus de 60 ans. Le Congo n'a jamais atteint un budget de 10 milliards. Et maintenant, dans si peu de temps, on va atteindre près de 20 milliards. C'est d'ailleurs, le Congo mérite plus. Donc maintenant, nous devons nous organiser, définir nos priorités, définir aussi, nous répertorier les différentes opportunités qui vont se présenter, surtout une opportunité d'emploi. Former la jeunesse, encadrer la jeunesse, afin de pouvoir tirer plus de profit. Puisque un élément aussi majeur que les gens ignorent de la souveraineté, c'est aussi les ressources humaines. Nous devons disposer de nos propres ressources humaines, c'est-à-dire que la main-d'œuvre. La main-d'œuvre aussi, elle est locale, c'est-à-dire cela va absorber le chômage. Ça absorbe le chômage et ça nous permet d'être autonomes vis-à-vis des étrangers qui vont venir. Puisque on peut même boycotter votre économie lorsque c'est plus dominé par les étrangers, ils vont partir et sinon ils vont faire des règles de manœuvre et vous ne serez pas à mesure de fonctionner. Donc il faut former la main-d'œuvre. Cela passera par l'identification des opportunités. Un marché qui pourra nous produire dans un espace de 15 ans, 500 milliards. Donc, il y a des opportunités énormes qui vont se présenter. Qu'est-ce que nous définissons? Le problème avec les Congo, c'est que nous n'avons pas de politiques publiques sectorielles, ou sinon des vraies politiques publiques sectorielles basées sur les contextes et les situations actuelles de notre pays. Dans les cas d'espèce où nous avons cette opportunité, les deals qui vont se présenter, qu'est-ce que nous nous préparons déjà? Qu'est-ce que nous avons répertorié? Quel est notre plan d'action sur base de ça, secteur par secteur? Déjà, je prends le cas des secteurs d'emploi, le secteur de la formation. Vous devez savoir que les systèmes économiques devaient marcher de pair avec les systèmes, sinon les systèmes éducatifs devaient marcher de pair avec les systèmes économiques. Quelles sont les demandes qui sont sur le terrain aujourd'hui? Vous allez investir, c'est-à-dire que l'État doit investir, accorder des bourses en tenant compte des secteurs qui a besoin de formation déjà. Donc, il y a même des facultés qu'on peut fermer. On dit, pour l'instant, on va injecter plus de l'argent, on va mobiliser des gens à investir, sur donner, accorder des bourses on investit dans tel secteur, puisque d'ici 5 ans, 10 ans, on aura besoin de tels ingénieurs, on aura besoin de tels ceci. C'est comme ça que les gens marchent. Et puis, adapter même les programmes scolaires pour que les matières qui soient enseignées soient des matières qui cadrent avec la demande sur le marché du terrain, sur le marché d'emploi. Ce sont des choses que maintenant, on doit s'y mettre dans chaque secteur, dans chaque domaine, afin de pouvoir capitaliser toutes ces opportunités qui vont se présenter. Voilà ce que nous devons déjà penser au regard de ce qui se présente, parce que les deals est là réel, on avance vers une victoire dans ce sens-là. Un autre élément maintenant, c'est sur le plan politique. Et nous avons vu, il y a des tractations qui se font, et nous avons vu que
il y a la classe politique, surtout les partis politiques qui se mettent ensemble afin de se préparer par rapport à un probable dialogue intercongolais pour qu'ils aient une seule voix qui se parle. Mais au regard déjà de la manière dont les choses se passent, donc je suis désolé de le dire, que nous avons une classe politique qui n'est pas sérieuse, ou sinon qui ne travaille pas pour les bonheurs de la République démocratique du Congo, mais plutôt pour des intérêts égoïstes individuels. Pourquoi je l'ai dit? Vous regardez que nous sommes en train de faire face entre des classes politiques, des politiciens qui se disent qu'ils sont des partis politiques civils, mais ils vont se mêler, les gens qui vont aller, par exemple, dans le cas de ces forums qui vont organiser des acteurs politiques, ils parlent tantôt du Sénégal, tantôt d'Éthiopie, on entend la position du lieu où va se tenir cette réunion-là, des réflexions qu'ils vont faire. Il y a des gens qui se sont allés, déjà qui se présentent, ou bien sinon qui se sont affichés avec des rebelles qui vont aller là-bas. Ils vont aller comme état, des partis politiques, ou bien des partis politiques militaires. Alors que la constitution de la République du Congo et les lois de la République ne reconnaissent pas une opposition politico-militaire. Donc, leur affiche, au regard des informations que vous avez, si cela s'est confirmé, c'est déjà une violation de la constitution et des lois de la République. Cela prouve que ces gens-là ne vont rien apporter pour le bonheur de la République du Congo. Mais quand cela ne tient, c'est que nous pourrons demander à la classe politique congolaise, qui d'ailleurs ne semble pas être une classe politique digne, mais puisqu'elle est là, ce que nous leur demandons, c'est de demander d'abord pardon au peuple congolais. Ils ont trahi la population. Donc, ils ont travaillé uniquement pour leurs propres intérêts. Les cas qui est plus frappant, c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes une opposition. Comment vous pouvez prendre des armes pour aller tirer vos propres concitoyens pour soi-disant demander, sinon revendiquer la mégestion qui sont des faits normaux dans toute société, mais vous allez prendre des armes, vous tuez des populations et après vous dites que vous êtes en train de venir de les sauver. Donc c'est une contradiction, donc on ne peut pas plaider, c'est une violation de la Constitution, leur attitude, leur façon de faire des choses, et ils doivent déjà comprendre que qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Donc c'est ce que moi je comprends. Mais au-delà de tout, nous allons voir ce qui va se passer à la République. Le peuple doit maintenant être très vigilant, voir à qui faire confiance, comment réfléchir. Il va falloir maintenant pour le gouvernement légitimement établi par le peuple, conformément à la Constitution de la République, les gouvernements actuels, d'être très rigoureux au regard des gens. Il faut que la justice fonctionne. La justice doit fonctionner normalement. Cela signifie que il faut que l'on respecte les gens qui ont commis des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, doivent être poursuivis par la justice. On ne doit pas laisser place à l'impunité. Toutes les sociétés qui ont laissé place à l'impunité, ils n'ont jamais réussi à se calmer. Il y aura toujours des problèmes. Puisque les gens vont continuer à commettre des bavures, puisque justement ils savent qu'on va finir par dialoguer et puis nous intégrer dans la société. Et de cela, c'est maintenant un raccourci pour tous les acteurs politiques qui ne savent rien faire. Ils vont aller dans des rébellions, ils vont revenir, on va les amnistier, les accorder des avantages sans sanction. L'impunité ne pourra jamais produire la paix sur le développement. Il faut que la justice puisse être là et comme ça, on pourra aller de l'avant. C'est un élément capital que nous avons voulu souligner. Voilà ce que nous pourrons dire par rapport à cela. Au regard, par exemple, des évêques et tout ça là, des églises qui viennent. Moi, je pense que si cette histoire ici, vraiment pour le bonheur du peuple congolais, que tous ces gens-là se mettent ensemble, que ce soit des églises de réveil, les catholiques, tout ça là, ils se mettent ensemble, qu'on comprenne d'abord au juste quelle est la philosophie de ce qu'ils veulent faire. Quelle est la finalité de ce qu'ils veulent faire. Puisque nous avons une constitution, nous avons un gouvernement légalement établi légitimement, il faut respecter tout ce qui se passe. Ils veulent quoi au juste la finalité. Moi, au regard de toutes les informations, les années que nous faisons, c'est quelque chose boutiqué à l'extérieur, pour les intérêts de l'extérieur et non pas pour le bonheur du peuple congolais. Le gouvernement légitimement qui a la légitimité de la population doit prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui sera redevable devant cette population-là qu'il a mis là où il est. Voilà ce que nous pourrons dire par rapport à ces points-là. On regarde maintenant au procès de l'excellence Moutamba. Comme je l'avais dit, et je vais réitérer cela, c'est que le procès de l'excellence Moutamba, c'est un procès politique. Au regard de tout ce qu'on a eu à suivre comme débat lors de ce procès ici, on comprend tout de suite que, même sur le plan des droits, les droits pénals, qu'une infraction a des éléments qui est constituent. Mais quand on suit l'argumentaire, ou sinon les argumentaires du ministère public, on ne sent pas que des éléments même constitutifs de cette infraction-là est régné, ou sinon pose énormément de problèmes. Oui,
Et cela, c'était un grand problème. Mais pour ne pas entrer trop dans un problème, dans ce parti juridique, j'aimerais tout de suite, tout simplement dire que le procès Mutamba, c'est un procès qui va, qu'on le condamne ou pas, c'est un procès qui va euh, lui accorder plus de lumière et des opportunités de pouvoir s'affirmer. Et quand vous suivez son mot de la fin, quand il retrace son histoire, on se contraire avec tout ce qui les accusations qu'on apporte. Mais puisque on doit respecter la justice, on va attendre la décision, peu importe l'issue de la décision, Mutamba va prendre une place de choix dans cette société ici. On respecte cela puisque de la même manière qu'il y a une présomption d'innocence contre l'excellence Mutamba, il y a aussi la présomption de culpabilité qui pèse sur lui. On va attendre l'issue, mais moi je suis sûr et certain que c'est très difficile pour que l'on condamne Mutamba, bien qu'ils peuvent toujours faire des manœuvres, mais on verra ce qui va se donner. Moi je soutiens l'excellence Mutamba parce que au regard des problèmes qui se passent en Congo, la précipitation avec laquelle l'on a pris ces dossiers de l'excellence Mutamba, on va se dire que c'est un problème plus politique que juridique. Mais l'avenir nous en dira un peu plus. On reste branché sur les informations. Je pense que je vais revenir encore un peu plus de détails dans d'autres informations pour vous donner un peu plus de précision. Mais un élément de détail que je voulais rappeler par rapport à ce que j'étais en train de dire par rapport au Rwanda, tout ça là, certaines personnes pensent que le Rwanda pourrait boycotter ces histoires. Si vous avez tous suivi qu'en Alaska, le président Trump a réussi le président Poutine. Si le président Poutine pourrait a pu accepter d'aller jusqu'aux États-Unis pour pouvoir discuter cette question avec l'Ukraine, et à combien plus fort que un Rwanda peut boycotter, nous chercher à nuire à cet accord que les États-Unis a mis l'épée des démocrates sur eux. Ça sera très difficile. Si ils essaient de jouer sur quelque chose, ce sont eux qui seront de vrais perdants parce que ils vont subir la rigueur de la force, la politique, surtout les rapports de force qui existent dans ce monde-ci. La vie internationale est une vie de désordre caractérisée par les rapports de force. Et nous savons où se penchent les rapports de force et ils ne vont pas s'en passer. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais me limiter là. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que je pourrais vous demander, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Et quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste et publiciste de formation, expert en négociation et en commerce international et diplômé en ressources humaines. Ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.